Puis je remercie Rémi qui n'est pas là de m'avoir fait venir. Et comme ça il entendra que je le remercie. Et surtout quand il m'a proposé d'intervenir, c'était autour du cosmopolitisme, de la République. Et puis bon, j'ai dit d'accord, mais la République, chez Habermas, ça va pas du tout de soi. Parce que ce qui est au centre de son œuvre, c'est la démocratie, et non pas la République. Et puis on va essayer de voir comment il pense la démocratie dans sa dimension universelle, universalisable, et qui nécessairement le mène à penser un cosmopolitisme contemporain, qu'il élabore justement à la relecture de Kant en 1995, au moment du bicentenaire de ce texte de Kant. Il en fait une relecture, et c'est là que vraiment il y a un changement dans sa démarche, et qu'il entre dans une perspective cosmopolitique qu'il n'a jamais quittée depuis, qu'il n'a cessé de retravailler jusqu'à encore ces derniers mois, ces derniers jours, ces derniers temps. La dernière fois que je suis venu dans le quartier, c'était en octobre, pour un colloque autour de Habermas, en sa présence, pendant 3 jours. Il y a eu une journée à la Maison Heine, et la conférence qu'il a faite le lendemain au Goethe-Institut parlait de la politique européenne en tant que politique démocratique, transnationale, supranationale, et en tant que l'Europe doit permettre une cosmopolitisation du monde. Si on reprend sur les textes que j'ai donnés pour introduire, il y a bien cette idée que l'on va retrouver à différents niveaux, et j'ai choisi de partir de quelques petits textes pour introduire certains de ces concepts sur lesquels on va travailler. Si je prends le tout premier texte, on va les prendre dans l'ordre, je ne vais pas tous les lire, mais pour le début je vais quand même être assez précis. La conjoncture intellectuelle, donc c'est un texte pour le centenaire de Marcuse en 98, a elle aussi bien changé au moment où il écrit, par rapport au grand moment de l'œuvre de Marcuse qui était les années 60. Le postmodernisme a privé la modernité des armes dont elle disposait pour se comprendre elle-même. Là, on a une idée centrale chez Habermas, c'est on est dans la modernité, elle doit continuer à se comprendre elle-même, et le cosmopolitisme participe de cette modernité. Donc c'est un critique de la postmodernité et des mouvements postmodernistes, et il a écrit un article célèbre qui a pour titre La modernité, un projet inachevé. Et ce projet, il trouve ses sources dans tout ce que tu as dit du XVIIIe siècle notamment. On irait même volontiers jusqu'à se demander si la conception démocratique d'une société agissant politiquement sur elle-même, par l'exercice de la volonté et la prise de conscience de ses citoyens assemblés, n'a pas débouché sur une utopie démodée, sinon dangereuse. Là, on a un deuxième concept central. La démocratie, c'est la capacité pour les citoyens d'obéir à des lois qu'ils se donnent à eux-mêmes, c'est-à-dire l'autonomie. Et on va voir comment il articule l'autonomie publique du citoyen à l'autonomie privée de l'agent moral. Et pour cela, il travaille un certain nombre de concepts que je vais devoir distinguer pour montrer comment il va être amené à distinguer république et démocratie, et comment il critique la tradition républicaine, et notamment dans sa forme française. C'est-à-dire qu'il reconnaît l'apport de Rousseau, et en même temps il montre les limites de cet apport. Et finalement, ce que je vais montrer, c'est que s'il y a un républicanisme chez Habermas, c'est un républicanisme kantien. Et c'est pas un républicanisme rousseauiste de la souveraineté du peuple. Alors je voudrais partir de deux événements plus ou moins actuels pour bien comprendre cette mise en perspective. Habermas a beaucoup insisté ces dernières années sur la notion de solidarité. Donc la démocratie se définit par la liberté, l'égalité et la solidarité, qui est un principe politique, et non pas la fraternité qui peut renvoyer à quelque chose de substantiel et à l'identité d'un peuple. Il en a beaucoup parlé, notamment à l'égard de la Grèce et de la responsabilité de l'Allemagne face à la Grèce. Et il n'a pas cessé ces dernières années de taper sur les doigts de Merkel et dire les Allemands doivent être solidaires avec les Grecs, tout comme il a écrit par ailleurs dans notre texte que les Suédois doivent être solidaires avec les Portugais. C'est pas parce qu'il n'y a pas de peuple européen qu'il n'y a pas d'unité politique européenne et de projet politique européen. Donc la cosmopolitique passe par une politique procédurale qui se construit sur des principes et qui ne suppose aucune substantialité politique. C'est pour ça qu'on verra qu'il va falloir distinguer d'un côté l'éthique et de l'autre la morale, et que la République est du côté de l'éthique et que la démocratie fonde ses principes dans quelque chose qui relèverait de la morale. Et à cet égard, encore ce matin, le président de la République fait un discours devant la presse. Je n'ai pas été chercher ce qu'il a dit, mais en substance, tout le monde disait c'est pour défendre les valeurs de la République.
Et le problème des valeurs de la République, telles que les traditions républicaines les définissent, c'est qu'elles ont tendance justement à substantialiser le discours politique, à renvoyer à une identité, à l'identité d'un peuple qui a une histoire, et qui donc en inclut certains et en exclut d'autres. Et il y a eu en 99 la parution en français d'un des grands livres de Habermas, dans lequel il y a ce texte sur le projet perpétuel de Habermas, qui avait pour titre en allemand Die Einbeziehung des anderen, c'est-à-dire l'inclusion de l'autre, et qui est paru en français chez Fayard, traduit par Rainer Rochlitz, qui me disait à l'époque que c'était l'éditeur qui avait choisi le titre. Je connaîtrai jamais le fin mot de l'histoire, parce qu'hélas, Rainer nous a quittés brutalement en 2002. Le titre en français, c'était l'intégration républicaine. Et ce qui a posé tout un tas de contresens pour l'électorat français qui allait y chercher quelque chose sur la manière dont nous on conçoit la République, qui est très différente de la manière dont Habermas la conçoit. Habermas ne parle en fait de République que quand il parle comme d'un nom propre de la République allemande, de la République de Berlin ou la République fédérale d'Allemagne, ou alors quand il parle de la tradition républicaine qu'il critique et discute, sauf quand il s'approprie en quelque sorte le républicanisme kantien. Si on prend sa bibliographie depuis Droit et démocratie, donc 90, une bibliographie qui fait une centaine de pages, le mot République apparaît 4 fois, j'ai vérifié l'autre jour, 4 fois dans un titre, alors que la démocratie c'est toutes les 2 pages. Donc vraiment, pour comprendre comment il pense le cosmopolitisme, il faut voir comment il pense la démocratie et pas simplement comment il pense la République. Alors pour aller droit au but, on va commencer par distinguer l'éthique et la morale à partir des textes que j'ai mis, pages 2 et 3. Page 2 surtout, il y a 2 petits textes. Notamment ce fameux texte où il débat avec Rawls, débat sur la justice politique, qui est paru au CERF, qui est un petit livre, vraiment si vous vous intéressez à Rawls, c'est très bien à lire, dans lequel il conclut justement les dernières pages sur le républicanisme kantien. Dans le passage qu'on a ici, il définit le libéralisme politique. Fondamentalement, Habermas est du côté du libéralisme politique, qui définit de la manière suivante, il explique que c'est une réponse au défi que représente le pluralisme. Son principal souci est la réalisation d'un consensus politique de base qui assure des libertés égales à tous les citoyens, sans considération de leurs origines culturelles, de leurs convictions religieuses, de leur projet de vie individuel. Le consensus recherché sur les questions de la justice politique ne peut plus s'appuyer sur un ethos acquis par la tradition et qui imprègne la société dans son ensemble. Donc, l'éthique renvoie à cet ethos acquis par la tradition. L'éthique est du côté de la tradition, des valeurs qui se transmettent dans le temps et qui constituent une identité. Alors que la morale est du côté des principes que l'on va construire rationnellement. Pourtant, les membres des sociétés modernes partagent toujours l'attente de pouvoir coopérer les uns avec les autres d'une façon qui soit équitable et non violente, en dépit de l'absence d'un consensus substantiel sur les valeurs. Donc, il va opposer au consensus substantiel sur les valeurs la recherche d'une entente procédurale. On est dans un rationalisme procédural, comme celui de Rawls. Simplement, la manière dont on va dégager les principes de la démocratie et de la cosmopolitique n'est pas la même que celle de Rawls. On n'est pas derrière un voile d'ignorance où les individus essayent de se dire « Tiens, si j'étais dans une société, quels sont les principes que je choisirais ?» Puisqu'on est dans un dispositif où il va s'agir d'analyser les présupposés de la communication. Je vais y venir après. En dépit de l'absence de ce consensus sur les valeurs, qui serait ancré dans une vision du monde que toute la société adopte, il continue, les citoyens, les membres, à en appeler à des convictions, à des normes morales dont chacun pense que tous devraient les partager. Donc, il y a d'un côté les valeurs éthiques, de l'autre côté les normes morales qui ont une prétention à l'universalité, qui visent quelque chose que tout le monde doit pouvoir reconnaître. Du coup, il continue, indépendamment de la question de savoir si un simple modus vivendi serait suffisant, les gens se disputent à propos de questions morales, en s'appuyant sur des raisons qu'ils considèrent comme déterminantes. Donc, cette idée que ce qui est à l'œuvre dans la démocratie, c'est un espace public dans lequel on peut échanger des raisons, des arguments, et c'est ce qu'il développe fondamentalement dans la théorie de l'agir communicationnel, en 1981, qui est son grande œuvre théorique sur cet aspect-là. Puis ensuite, il va porter ça dans la politique avec Droit et démocratie, puis il va élever ça à la cosmopolitique à la fin des années 90, et puis depuis toutes les années 2000.
Il dit bien que ces discussions se poursuivent, les discussions morales, notamment concernant la politique constitutionnelle, et même si on n'est pas sûr de pouvoir trancher les questions morales avec des arguments. Donc les citoyens s'accordent tacitement une conscience morale, un sens de la justice qui opère par-delà les frontières des visions du monde et par-delà les frontières nationales. C'est de la même manière qu'il va dire par ailleurs que les droits de l'homme ont une réalité positive en droit, mais ils ont une prétention qui va au-delà des frontières d'un État, puisqu'ils visent une forme d'universalité. Et son horizon de réflexion, depuis lors et aujourd'hui, c'est la politique des droits de l'homme, la politique intérieure mondiale sans gouvernement mondial, et l'idée qu'on doit pouvoir constitutionnaliser le droit international. Et il développe depuis les années 2000 une théorie de la constitutionnalisation du droit international. Est-ce qu'il peut y avoir une constitution supranationale dans le cadre de réflexion qui est le sien, le cadre post-national? Donc la distinction éthique-morale va être essentielle pour comprendre la suite. Dans le deuxième texte, il la reprend, mais sans le dire explicitement. Je l'ai choisi, le deuxième texte de la page 2, donc le texte 4. Je l'ai choisi parce qu'il redéfinit autrement le libéralisme politique. Et il précise bien, entre parenthèses, que je défends sous la forme spécifique d'un républicanisme kantien. Et c'est là qu'en note, il met la référence à cette fameuse intégration républicaine, c'est-à-dire l'inclusion de l'autre, pour reprendre le titre allemand. Ce libéralisme se comprend comme une justification non religieuse, donc on n'a pas le droit de s'appuyer sur des arguments substantiels hérités de la tradition. À la limite, on peut traduire des arguments religieux dans un langage politique et civique, non religieuse et post-métaphysique des fondements normatifs de l'état de droit démocratique. La philosophie de Habermas se résume à bien des égards à cette idée qu'il faut chercher les conditions post-métaphysiques pour fonder normativement l'état de droit démocratique. Il précise toujours démocratique ou l'état constitutionnel démocratique, parce que évidemment ce qu'il a en mémoire, j'aurais pu partir de là, c'est que l'état nazi dans lequel il a été enfant était à bien des égards un état de droit. Mais ce n'était pas un état de droit démocratique. Et la distinction, elle est essentielle, puisque je peux le rappeler, je ne sais pas si c'est utile, il est né en 29, donc il a toujours dit qu'il a eu la chance d'avoir été assez jeune pour échapper. Pire, puisqu'il a été au Hitlerjugend à la toute fin de la guerre, quand il était adolescent, donc il a échappé à la chape de plomb nazie, et puis ensuite, tout de suite, quand il a fait ses études de philosophie, il a lutté dès le début contre ce qu'il a appelé les continuités allemandes, et contre la dénazification inaccomplie, puisque son premier coup d'éclat en tant que philosophe dans l'espace public et en tant qu'écrivain dans la presse, c'est son texte contre Heidegger en 1953. Le fameux texte pensé avec et contre Heidegger pour dire voilà, ça, les continuités allemandes, il faut les dénoncer et il faut remettre en avant la démocratie, l'état de droit démocratique dans ses fondements normatifs. Alors il renvoie cette théorie, si je reprends le texte, à la tradition d'un droit rationnel qu'il reprend, qui renonce aux hypothèses fortes, les hypothèses qu'il rejette, hypothèses traditionnelles de type cosmologique ou sotériologique, qui sont avancées par les doctrines classiques du droit naturel. Les doctrines classiques de Locke, de Rousseau, de Kant, de Hobbes, qui sont des doctrines métaphysiques, comme Rawls lui-même l'a rappelé. Alors que chez Habermas, on est dans quelque chose qui est post-métaphysique. Si je reprends ce que je disais au début, il est contre le post-modernisme, mais par contre, il y a du post partout, puisqu'on est dans le post-métaphysique, perspective faillibiliste. On ne peut pas dire l'essence et la substance des choses, on ne peut pas connaître en tant que tel. Post-métaphysique, post-national, puisqu'il faut avoir une conscience de nos appartenances à l'État qui renvoie à des principes moraux et non pas à des valeurs traditionnelles. Donc on est au-delà de l'identité nationale. Et d'une certaine manière aussi, même si j'en parlerai pas aujourd'hui, dans une perspective post-séculière. C'est-à-dire qu'il s'interroge aujourd'hui, et c'est aussi un champ important de sa réflexion, sur quelle est la place de la religion dans la démocratie. Quelle est la place des arguments des croyants dans la démocratie. Et comment est-ce qu'ils ont autant le droit, évidemment, de prendre part à la discussion quand on fait les lois que les autres citoyens. L'athée n'a pas de privilège par rapport aux croyants. Et comment est-ce qu'on pense ça aujourd'hui, surtout dans nos sociétés où d'aucuns invoquent le retour du religieux. Donc cette distinction entre éthique et morale et cette perspective post-métaphysique va lui permettre ensuite d'élaborer un idéal type de la démocratie. Alors je vous l'enverrai
j'aurais pu le projeter, mais je vais le parcourir pour vous. S'il y a un texte à lire de Habermas pour comprendre ça, c'est le texte qui est paru dans le débat. J'ai un trou de mémoire pour l'année débat, je sais que c'était le numéro 125, dans les années 2000. Un texte qui s'appelle « 3 versions de la démocratie libérale ». Le PDF fait 10 pages, je vous l'enverrai, dans lequel il explicite 3 modèles, le modèle républicain, le modèle libéral et son propre modèle qui est censé dépasser les deux et qui va nous permettre de comprendre comment il arrive au cosmopolitisme. Et c'est là qu'on va parler de la tradition républicaine. Alors avant de prendre la page 3 des photocopies, je fais un petit résumé de ce qu'il dit dans ce texte. Il définit d'abord la tradition républicaine, qu'il renvoie à l'humanisme de la Renaissance, aux révolutions américaines et françaises, en passant par Harrington pour les États-Unis, Rousseau pour la France, et il insiste sur le fait que le républicanisme se concentre sur la souveraineté du peuple. Alors que la tradition libérale, qui elle est fondée pour l'essentiel par Locke, va se centrer sur la liberté des modernes et sur les droits de l'homme. Et ça va donner ce fameux paradoxe dans la réflexion politique de Habermas, le paradoxe entre la souveraineté et les droits de l'homme, qui est une question bien connue en philosophie politique. Si le peuple est souverain, au nom de quoi se verrait-il imposer les droits de l'homme du ciel des idées, ou de la nature, ou de Dieu? Il est plus souverain si les droits de l'homme s'imposaient. Et à l'inverse, si il est souverain, il ne peut pas pour autant ne pas du tout tenir compte du fait qu'il y ait des droits. C'était la hiérarchisation de Par exemple, ou la nécessité de sortir de l'opposition entre ces deux paradigmes, où on a un individualisme des droits de l'homme de l'autre côté, et puis la liberté des anciens, la souveraineté du peuple de l'autre. La manière d'en sortir, chez Habermas, c'est le paradigme délibératif. On a le républicanisme, le libéralisme et le paradigme délibératif. Attention, délibératif, c'est pas participatif. Ça n'a rien à voir. Je laisse le participatif à qui on sait. Le délibératif renvoie à la rationalité communicationnelle, à l'espace public et à l'importance de l'échange des arguments dans cet espace public où la volonté politique doit se former. Je lis le passage sur le 3e élément. Le 3e élément, la liberté d'exprimer son opinion dans un espace public délibératif a été une source d'inspiration pour le parlementarisme, en particulier Kant et les libéraux du Vormärz, c'est-à-dire Vormärz en Allemagne dans les années 1830 et avant 48, avec Julius Froebel notamment, y ont contribué, comme également John Stuart Mill et, pour d'autres raisons, John Dewey. S'il y a un pragmatiste qui a influencé fondamentalement Habermas, c'est Dewey. Cette 3e tradition n'a pas laissé, à vrai dire, de traces aussi profondes dans l'histoire des idées politiques que le républicanisme ou le libéralisme classique. Il n'en reste pas moins que, pour notre époque, où les distances tendent à s'abolir dans le maillage électronique de la sphère publique, etc., elle a une importance sans cesse grandissante, et c'est le paradigme délibératif qui, à ce moment-là, apparaît avec tout son potentiel. Alors le processus démocratique, dit-il ensuite, va conduire les citoyens dans le républicanisme vers l'énonciation expressive de leur volonté, puisque les citoyens, dans le modèle républicain, ont une certaine conscience d'eux-mêmes comme peuple, c'est le peuple sujet qui est souverain et qui se pense comme tel, alors que dans le modèle libéral, on est du côté d'une forme d'individualisme possessif, l'État est là pour garantir aux individus qu'ils puissent vaquer leurs occupations. En dépassant ces deux éléments, Habermas procède avec le modèle délibératif à ce qu'il dit, je le lis, il met l'accent sur ce que les discussions, les négociations ont de conforme à la raison. Il insiste là-dessus plutôt que sur le caractère éthique de la volonté nationale, républicanisme, ou sur les mobiles purement rationnels des individus qui agissent dans leur intérêt en vue de leur réussite, le libéralisme. Donc on voit bien que c'est très schématique, mais ça permet de clarifier sa démarche et de comprendre comment les idéotypes s'articulent. Alors on peut le retrouver formulé autrement sur la page 3, dans un texte qui est tiré d'un livre assez récent en français, Entre naturalisme et religion. Vous voyez que c'est un article qui traite de l'égalité de traitement des cultures et des limites du libéralisme postmoderne.
Il explicite au début de ce texte numéro 5 que pour compenser ce déficit, la reprise moderne de l'idée républicaine fait entrer en jeu une autre compréhension de la liberté qui s'étend à l'intersubjectivité dans la mesure où elle est associée au rôle des citoyens démocratiques. Dans cette tradition qui remonte à Rousseau, les mêmes droits de communication, de participation servent non seulement au développement des droits subjectifs privés, mais encore surtout à rendre possible une pratique exercée en commun par les citoyens et considérée comme une fin en soi. Du point de vue républicain, l'autolégislation démocratique instaure une solidarité, quand bien même abstraite, puisque médiatisée par le droit, qui permet qu'un citoyen se porte garant d'un autre. Et cette solidarité, Habermas va la reprendre et la retravailler dans son paradigme. C'est dans la formation démocratique de la volonté du peuple souverain que l'éthos politique de l'entité commune se reproduit et se renouvelle. Ici aussi, l'égalité des droits garantit la liberté éthique, mais ce n'est pas cette fois la liberté subjective des sociétaires, ça c'était le modèle libéral qui prévaut, c'est conçu comme souveraineté, la liberté d'une nation solidaire de citoyens. D'une nation solidaire de citoyens. Le républicanisme est toujours rattaché à l'idée d'un peuple constitué comme nation et qui se considère comme tel. Or, vous le savez, puisqu'on est dans le post-national avec Habermas et qu'on est après l'État-nation pour reprendre un titre d'un de ses autres ouvrages, lui, il va découpler la nation de l'État et la constitution de l'État. Pour penser, on va le voir juste après, le fameux patriotisme constitutionnel, qui est au cœur de son cosmopolitisme et qui du coup va justifier une constitutionnalisation du droit international. Si je prends juste le dernier paragraphe de cette page 3, où il synthétise son approche, selon cette troisième approche qui concilie libéralisme et républicanisme, les citoyens comprennent l'éthos politique qui les unit en tant que nation comme résultant de la formation d'une volonté caractéristique d'une population habituée à la liberté politique. C'est-à-dire que dans ce modèle, les citoyens doivent apprendre à être acteurs de leur citoyenneté et à habiter leur autonomie tant publique que privée. Du coup, il y a un rôle très important dans cette conception également de l'éducation, qui n'est pas simplement une éducation à la citoyenneté, mais qui est une éducation au débat politique. Je passe sur le texte 6. Alors comment est-ce qu'il va intégrer cela dans son raisonnement sur la cosmopolitique en tant que telle? Il est confronté à une difficulté conceptuelle quand il relit Kant, dans ce texte de 1995, qu'il va reprendre pas mal en 2003 dans un texte qui n'est pas encore paru en français, qui s'appelle L'Occident divisé, qui est déjà paru en anglais, donc j'avais le titre anglais qui me faisait écran, Der gespaltene Westen. Dans l'Occident divisé, il y a un chapitre, le chapitre 8, qui porte sur la constitutionnalisation du droit international et qui relie là aussi le texte de Kant. Il dit voilà, Kant, il avait un problème pour penser le cosmopolitisme, c'est qu'il avait sous les yeux le modèle républicain français, le modèle américain, mais il a surtout regardé le modèle républicain français. Il n'a pas été capable, mais c'est pas de sa faute, il était pris dans son époque, nous on a le confort du recul de 2 siècles, il n'a pas été capable de penser l'unité des citoyens autrement que sous la forme de l'État avec sa constitution et avec le peuple souverain. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas penser le cosmopolitisme autrement qu'avec ce pis-aller, ce surrogate qu'est non pas évidemment l'État des peuples, puisque là il dit que ce serait un État tyrannique s'il y avait un État mondial, mais le Völkerbund, c'est-à-dire la fédération des peuples. Et cette fédération des peuples, comme vous le savez dans le projet de paix perpétuelle, c'est une fédération où les peuples doivent être républicains. Et donc s'ils ne sont pas républicains, ils n'y entrent pas. Et puis en plus, à part l'Europe où il y avait un peu de soleil, un peu de lumière, le reste du monde n'était pas considéré par contre comme faisant partie intégralement. Oui, et l'Amérique, bien sûr, et l'Amérique, comme faisant partie intégralement de ce projet cosmopolitique qu'il aurait pu avoir. Alors on va regarder comment Kant est un petit peu coincé, en bas de la page 4, avec le texte 7, qui est extrait de l'Occident divisé, qui est censé paraître chez Gallimard dans les années à venir, parce qu'on a un gros projet de traduction avec Christian Bouchendom de plein de textes d'Habermas qui ne sont pas traduits, et de plein de textes qui sont traduits mais qui sont dans des éditions anciennes et qu'il faut reprendre et donc faire quelque chose de bien construit. Lorsqu'il élabore son projet audacieux d'ordre cosmopolitique, Kant s'inspire des actes révolutionnaires constituants de son époque. Les républiques issues des révolutions américaines et françaises constituaient le premier et unique exemple à cette époque d'une législation garante de légitimité. Citation de Kant.
tous statuant sur tous et par conséquent chacun sur soi-même, car ce n'est qu'à soi-même que nul ne peut faire tort. Dans cette perspective, on ne pouvait imaginer une communauté internationale dotée d'une constitution, c'est ce que cherche Habermas, que sous la forme d'une république des républiques. Comme, citation de Kant, le républicanisme pour tous les États, tiré de la doctrine du droit, ou, dans le projet de paix perpétuel, la République mondiale, la Weltrepublik. La constitution civile obtenue par voie révolutionnaire devient ainsi, chez Kant, le paradigme pour expliquer la transition du droit international classique vers le droit cosmopolitique, et pousse Kant à proposer, de façon quelque peu prématurée, la réalisation concrète de l'idée universelle d'une communauté des États constitués. Et c'est ça que Habermas cherche à reprendre à son compte. Et il va expliciter la contradiction et la difficulté de Kant dans la suite, page 5. En réalité, cette soi-disant contradiction, sur laquelle des générations d'interprètes de la philosophie kantienne se sont cassés la tête, là il y avait une note de bas de page que j'ai enlevée, parce qu'il y en a souvent beaucoup chez Habermas et ça prend beaucoup de papier, etc. Se résout d'elle-même dès lors que l'on examine la prémisse qui sous-tend l'argument de Kant. Celui-ci a sous les yeux le modèle de la République française centralisatrice. Inévitablement, le dogme de l'indivisibilité de la souveraineté étatique le mène dans une impasse conceptuelle, parce que vous savez bien que c'était un fervent lecteur de Rousseau, donc ce qu'il en est de la souveraineté, sous ce modèle-là, il le sait bien. Bien que dans un État constitutionnel fondé sur la séparation des pouvoirs, tout pouvoir procède du peuple, ce pouvoir se trouve en fait divisé à sa source. Le peuple ne peut pas gouverner directement, il exerce son pouvoir d'État, il rappelle la loi fondamentale, l'article 20. Sur la base de ce concept procédural de souveraineté du peuple, on peut sans difficulté imaginer des circuits de légitimation montés en parallèle qui, dans un système fédéral à plusieurs niveaux, fonctionneraient les uns à côté des autres au niveau des États membres et qui seraient compatibles avec l'unité fictive du peuple souverain soumis à cette autorité. Donc il déplace le regard à partir du concept procédural de souveraineté contre le concept substantiel de souveraineté. Habermas va proposer une souveraineté à plusieurs étages, une souveraineté modulable, jusqu'à ce qu'il a développé de façon très technique dans la Constitution pour l'Europe, jusqu'à l'idée d'une souveraineté partagée. Les citoyens de l'Union européenne sont à la fois citoyens de leur État et citoyens de l'Union européenne, et donc on doit pouvoir penser une souveraineté partagée. Est-ce qu'on peut imaginer un tel partage de la souveraineté au-delà de l'Europe? C'est la question qu'il pose par ailleurs dans les textes qui vont suivre. Et c'est ainsi qu'il dit, à la fin de ce petit texte, s'il avait observé le modèle américain, Kant aurait pu saisir cette conception d'une souveraineté populaire partagée et bien comprendre que les peuples d'États indépendants qui limitent leur souveraineté en faveur d'un gouvernement fédéral ne doivent pas forcément renoncer à leur spécificité culturelle ni à leur identité. Donc il y a quelque part quelque chose comme les États-Unis d'Europe dans cette perspective-là, même si Habermas n'a pas défendu longtemps cette idée d'une Europe fédérale comme un État. Il est passé à un autre paradigme, celui de la démocratie transnationale qui construit une souveraineté partagée et qui n'implique pas du tout la construction d'un État européen. Alors je laisse passer les mêmes idées dans l'autre texte, pages 5 et 6, pour en venir au dernier point, à savoir comment est-ce qu'il élabore plus précisément l'aspect cosmopolitique. Et je vous ai mis un texte extrait de la Constitution de l'Europe et un texte extrait de Naturalisme et religion qui permet de penser cela. Donc je reprends ce que je disais au début. Son projet, c'est de voir comment on peut constitutionnaliser le droit international. Donc universaliser la démocratie. Et cela suppose que les droits de l'homme, qui existent en droit international à plusieurs niveaux, on pourra en reparler dans la discussion, deviennent des droits fondamentaux. Sauf que je ne sais pas si Grégoire a la conception adaptée pour aujourd'hui des droits fondamentaux, c'est-à-dire des droits garantis constitutionnellement pour les citoyens du monde. C'est-à-dire qu'il faut que la déclaration universelle des droits de l'homme soit une déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et pas simplement une déclaration, mais un acte fondateur qui permette de penser chaque citoyen du monde comme participant à la communauté cosmopolitique. Alors, ça suppose évidemment un étagement de l'institutionnalisation cosmopolitique, parce qu'il pense le cosmopolitisme pas seulement sur le plan conceptuel, mais aussi sur le plan institutionnel.
voir comment on peut mettre ça en place, comment on pourrait reformer l'ONU. Et il propose, je vais le lire avec vous, un système à plusieurs niveaux, dans le texte 9. Après ces éclaircissements liminaires, il devient possible de reformuler l'idée kantienne d'un État cosmopolitique, comme je l'ai dit tout à l'heure avec un petit E évidemment, d'une manière qui certes anticipe au-delà de la réalité actuelle, mais qui n'en est pas complètement déconnectée. Je propose pour ma part de décrire cette société mondiale politiquement constituée comme un système à plusieurs niveaux, qui même sans disposer d'un gouvernement mondial, puisqu'on a affaire à une politique mondiale sans gouvernement mondial, permet de mener une politique intérieure mondiale qui jusqu'ici a fait défaut, notamment dans les domaines importants que sont l'économie et l'environnement. Alors que le système mis en place par un droit international statocentré n'envisageait qu'une seule catégorie d'acteurs, les États-nations, et seulement deux champs d'intervention, la politique intérieure et la politique extérieure, les affaires domestiques et les relations internationales, la nouvelle structure qui émerge avec cette société cosmopolitique se caractérise quant à elle par la coexistence de trois arènes distinctes, trois catégories d'acteurs collectifs. Et il y a surtout, dans un premier temps, l'arène supranationale qui est occupée par l'organisation mondiale, de l'ONU, qui a pour but la sécurité et les droits de l'homme, et qui doit permettre de produire une solidarité civique au niveau mondial. Et une telle solidarité, elle est possible dans la mesure où, comme le disait déjà Kant, dans le projet Paix perpétuelle, quand il se passe un drame à un endroit de la Terre, on peut le ressentir chez nous comme si ça se passait chez nous. Donc le premier niveau, ou le niveau le plus élevé, c'est le niveau supranational, de l'ONU, de la politique des droits de l'homme, de la sécurité. Le deuxième niveau, c'est le niveau transnational, qui peut être le niveau européen, qui peut être le niveau des politiques économiques ou des politiques de l'environnement. Et puis il y a le niveau national de l'État-nation, et ces niveaux s'emboîtent, s'enchassent. Ce ne sont pas des niveaux qui s'excluent les uns les autres. C'est-à-dire que l'État souverain est dépassé par un certain nombre de réalités économiques, politiques, financières, environnementales. Donc il a besoin d'un ordre politique transnational de coopération, et puis un ordre politique supranational, où il peut déléguer, quand il n'arrive pas à faire face aux problèmes, il peut déléguer l'intervention d'une communauté qui serait non pas la communauté internationale qu'on connaît de fait, mais la communauté qui représenterait les cosmopolites. Alors, d'où l'idée de la dernière page 8, et puis je m'arrêterai là-dessus, où il précise ce que c'est qu'un citoyen du monde et ce que c'est que cette constitutionnalisation. Texte 10, qui est extrait de la Constitution de l'Europe. J'ai mis le titre au texte 11, donc il faut le rajouter au texte 10. Donner à la société mondiale une constitution démocratique est un objectif qui appelle la constitution d'une communauté des citoyens du monde. La figure de pensée qu'offre l'exemple de l'Union européenne, d'une coopération constituante entre les citoyens et les États, montre comment la communauté internationale des États existantes pourrait être complétée par la communauté des citoyens pour former une communauté cosmopolitique. Avec cette idée que, en droit international, il n'y a plus que les États qui soient des sujets, mais également les citoyens à part entière. Donc là, il serait inscrit dans une tradition du droit international qui remonte au XXe siècle à quelqu'un comme Georges Sell notamment, qui le revendique à plusieurs reprises. Celle-ci ne se constituerait pas pour autant en République mondiale, mais en une association supra-étatique de citoyens et de peuples étatiques permettant aux États membres de conserver dans ce cas aussi la disposition des moyens de la force légitime, qui ne signifierait pas le droit d'en disposer librement. Les États nationaux formeraient ainsi, aux côtés des citoyens du monde, le second sujet constituant de la communauté mondiale. En effet, dans ce cas aussi, les citoyens cosmopolitiques ont ou auraient de bonnes raisons de rester fidèles à leur État, dont ils peuvent attendre qu'ils jouent un rôle constitutif à tous les niveaux supranationaux. Pour les États, même s'il y a quelque chose au-dessus d'eux de supranational, ça ne veut pas dire qu'ils en dépendent, ça veut dire qu'ils y participent. D'où la dernière phrase, censé avoir déjà inscrit institutionnellement une part de justice politique dans ces formes historiques que sont les États, les citoyens peuvent à bon droit désirer que les États nationaux, qu'ils ont réalisés, soient maintenus en tant qu'entité collective au sommet de l'organisation et qu'ils y participent pleinement. Ce n'est pas parce qu'on est dans le post-national, ce n'est pas parce qu'il y a une autre forme de souveraineté qu'il faut pour autant supprimer l'État et qu'il faut ne plus penser l'État-nation. La nation, elle reste là, l'identité des citoyens par rapport à leur héritage, il reste là, mais c'est dépassé par un ordre qui est universalisable. D'où l'importance, je ne le lis pas, mais vous l'avez là sous les yeux, l'importance de la politique des droits de l'homme dans ce cadre cosmopolitique.